La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Je suis aujourd'hui pour la troisième fois avec Alexandre Martiel, qui est spécialiste de ce qu'on appelle les métaux stratégiques ou les éléments stratégiques, qui sont absolument nécessaires, en tout cas dans notre société actuelle, à notre vie de tous les jours. Et c'est vraiment important de savoir d'où viennent ces éléments stratégiques, quels sont les enjeux aussi géopolitiques, parce qu'on n'en a pas encore parlé, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Et il nous a parlé la semaine dernière de l'intelligence artificielle et de tout ce qu'il y avait de matériel sous cette question qu'on traite habituellement de façon plutôt intellectuelle. Et dans l'intelligence artificielle, mais pas que cela, on utilise ce qu'on appelle des fibres optiques. Et en fait, les fibres optiques, on les utilise aussi pour Internet, pour les connexions. Enfin, on utilise énormément les fibres optiques. Eh bien, savez-vous que dans les fibres optiques, il y a un métal très important qui est le germanium? Moi, je peux vous dire que moi, je ne le savais pas. Et donc, c'est Alexandre qui m'apprend ça et je vais lui demander de nous en dire un petit peu plus sur cette question de germanium dans les fibres optiques et peut-être d'autres éléments aussi importants dont on ne se rend pas compte, qui sont des éléments qu'on trouve en petite quantité, relativement petite quantité sur la Terre, on pourra en dire un petit peu plus tout à l'heure, et qui sont très importants pour nous. Le germanium, on en a en bas de chez vous, en bas d'ici, on en a. On retrouve le germanium dans le dopage, qu'on appelle exactement le dopage de la fibre optique, qui est une sorte de verre où on va avoir, grâce au germanium, une capacité à faire cheminer la lumière. Ce germanium est éminemment stratégique. On retrouve les mêmes principes qu'on a évoqués dans les précédentes émissions, c'est-à-dire des très petites quantités, quelques grammes à la tonne. Alors pour ce qui est du germanium, en même temps qu'on produit du germanium, quelques grammes, on produit surtout quelques kilos de zinc. Oui, parce que le germanium fait partie d'un minerai qui est essentiellement un minerai de zinc. Tu m'as dit qu'il s'appelait la blende. Et donc, quand on extrait le zinc, on extrait un tout petit peu à côté de ce germanium. On a bien connu ça dans notre région, dans le Tarn, à Saint-Salvi. Pendant des années, nous avons eu une mine qui produisait à la fois du zinc à partir de la blende ou de la sphalérite, de la pierre la sphalérite, et du germanium. Ce qui faisait de nous d'ailleurs les premiers producteurs au monde, parmi les premiers producteurs au monde, pour être un peu plus précis, producteurs de germanium. Aujourd'hui, nous dépendons totalement de la Chine dans la production de germanium, et régulièrement nous avons les pressions de la Chine sur l'Europe, sur l'approvisionnement en germanium. C'est-à-dire un peu comme on le disait la dernière fois, ce n'est pas le minerai qui est là, mais c'est la technique d'extraction du minerai qui était là et qu'on n'a plus. Alors pour le coup, là on a perdu la partie extractive du minerai. On extrayait cette pierre à germanium, où il y avait des teneurs en germanium relativement élevées, ce qui faisait de cette mine une mine pertinente. Mais parfois aussi on est sur les éléments non pas de l'extraction, mais du raffinage, comme on a pu le faire longtemps à La Rochelle, où par exemple nous raffinions les terres rares et faisait de la France le premier producteur au monde de terres rares. Aujourd'hui nous dépendons, nous le savons, totalement de la Chine et des États-Unis, qui grandissent d'ailleurs sur la production de terres rares. Mais il y a encore une vingtaine d'années, rien qu'avec l'unité de La Rochelle, nous raffinions 40 à 50% des terres rares mondiales. Alors il faut avoir dans la tête que si on a un échange sur Internet avec quelqu'un et si on tape like, le like, eh ben, qu'est-ce qui lui arrive au like? On a mis un point levé ou un cœur pour dire qu'on était d'accord avec la personne ou qu'on aimait bien la personne. Et qu'est-ce qui lui arrive à ce like? Il passe par, on l'a un petit peu évoqué la semaine dernière, alors notamment pour revenir peut-être à notre fibre optique, il va descendre de suite dans cette fameuse fibre optique qu'on retrouve dans toutes nos villes, et puis surtout à un moment donné, il va traverser, parce que c'est systématique, il va traverser des océans, et là on retrouve des grosses fibres optiques. Nous avions un positionnement assez stratégique, notamment avec Tout avec du germanium. Toute dopée avec du germanium, et qui fait, je dirais, l'offre et la demande du germanium, puisque voilà, nous l'avons évoqué la semaine dernière, notamment une bonne partie du germanium est utilisée notamment dans les fibres optiques, mais pas que. Ce germanium, alors moi, astrophysicienne, donc je rappellerai que le germanium, en fait, dans tout le tableau de Mendeleïev, c'est le numéro 32. Et en fait, il s'appelle germanium parce qu'il a été découvert en Allemagne, c'est bien ça?
Oui, puis ceux qui ont découvert un autre élément et qui étaient en France ont appelé leur élément gallium, par exemple. Voilà. Donc le gallium est juste avant, c'est-à-dire que le Oui. germanium c'est le numéro 32, le gallium c'est le numéro 31, on a dit tout à l'heure, sur 118 éléments en tout, hein, du tableau de Mendeleïev. Allez, c'est à moi de poser une question Vas-y. piège, Sylvie. D'où vient le gallium? De quelle pierre vient le gallium? Ah, quelle pierre! Alors là, je l'ai appris, mais c'est pas l'astrophysicienne là. Donc la bauxite. Oui, La parfait. bauxite Bravo, qui est en bravo, fait un bravo. minerai essentiellement d'aluminium et on Absolument, en sort un petit peu de gallium absolument. en même temps qu'on sort l'aluminium. Bon, l'aluminium est très important, hein, Quelques kilos, une tonne de roche de bauxite, quelques kilos d'aluminium, quelques grammes de gallium. Gallium, un élément métallique extraordinaire parce que quand vous le mettez dans la main, il fond à température ambiante. C'est moins dangereux que le mercure et ça fait beaucoup rire les enfants. Ah, et je peux rappeler que ces éléments-là, comme la plupart des éléments chimiques, ont été fabriqués dans des étoiles avant la naissance du Soleil et de la Terre, et c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. C'est quand même important ça. Et donc ça, c'est l'histoire du germanium. On pourrait parler d'autres métaux, mais j'ai envie de parler un petit peu du lithium, parce qu'en fait, le lithium est extrêmement important pour les batteries, tout le monde le sait. Les batteries, on parlait la semaine dernière des voitures électriques, donc c'est vrai que plus on a de batteries, pour l'instant, je ne sais pas si on sait faire des batteries, comment dire, efficaces avec d'autres éléments que le lithium, mais quand même la plupart des batteries actuellement sont au lithium. Alors on peut peut-être parler un petit peu des endroits sur Terre où il y a des gisements de lithium, de sels de lithium. Et puis, tu m'as dit quelque chose hors antenne qui m'a beaucoup interpellé. Tu m'as dit qu'entre le moment où on extrayait le lithium et le moment où on avait le lithium dans nos batteries, le lithium avait parcouru 50 000 kilomètres, c'est-à-dire plus que le tour de la Terre. Alors, tu vas nous dire un petit peu tout ça. À quel endroit est-ce qu'on trouve du lithium? Enfin, on peut en reparler un petit peu. Et puis, ben, qu'est-ce qui lui arrive à ce lithium pour parcourir 50 000 kilomètres avant d'arriver à être introduit dans nos batteries? 80% de la production de lithium, 70% des réserves de lithium sont concentrées entre quelques mains, entre quelques pays, or notamment ce qu'on appelle les ABC. Le Chili. Alors, le Chili, pour Là, C, ça, lettre C. je connais les lacs de lithium, de A sel pour de Argentine. lithium. Enfin, Absolument, absolument. A pour Argentine, B pour Bolivie, ABC et l'Australie. Voilà. À travers ces 4 pays, on a un véritable OPEP du lithium. mais il y a quand même du lithium dans les sous-sols de pays plus proches de nous. En France, nous avons eu l'occasion peut-être de l'évoquer ensemble déjà, nous avons des opportunités de production de lithium, notamment dans le centre de la France, dans l'Allier, et notamment en Alsace. Et au Portugal, je sais qu'il y en a au Portugal, je ne sais pas, c'est un problème en discussion actuellement. Donc, pourquoi ce lithium parcourt 50 000 kilomètres avant d'arriver dans nos batteries? Alors, il ne faut pas le dire aux auditeurs, mais j'ai sorti quand même mon tableau pour regarder quel chemin il parcourt, parce qu'il parcourt beaucoup de chemins pour faire 50 000 C'est kilomètres. difficile à s'en souvenir par cœur. Alors d'abord, il vient d'un pays, on l'a évoqué, ça, il peut venir de l'Australie, du Chili, de la Bolivie, de l'Argentine, et à partir de là, il va falloir extraire ce lithium au sens de l'extraire du minerai, extraire ce métal mou, comme on dit. Alors ça, c'est des sels de lithium. C'est un peu. Alors Est-ce que absolument. c'est pas comme le germanium ou le gallium où on trouve des toutes petites quantités dans un minerai qui produit surtout du zinc ou de l'aluminium. C'est vrai, on Là, le on est lithium, sur des volumes un il peu produit plus. pas autre chose que le lithium. Non. Si, enfin, je ne sais pas. Je pose la question. En général, on extrait des pierres, des minerais qui produisent essentiellement du lithium. Oui, D'accord. oui, oui, oui. Et là, pour le coup, il y a des mines véritablement à lithium, mais il va parcourir un long chemin, tu viens de le dire, 50 000 km, parce que tout simplement, il va falloir en extraire la substantifique moelle, si j'ose dire, de ces minerais. Et ça se fait pas sur place au Chili. Et pas toujours, et pour le coup, la Chine, par exemple, ne va pas avoir peut-être une extraction du lithium, ou ne va pas avoir l'extraction du cobalt, qu'on retrouve souvent dans les batteries, mais va faire le raffinage de ces minerais, et ainsi la Chine, par exemple, est un des premiers raffineurs au monde de lithium, alors qu'il va être extrait notamment dans ces fameux
fameux ABC qu'on évoquait il y a quelques minutes. Mais alors je vois là, parce que moi aussi je vois le tableau, ce qu'il ne faut pas dire aux auditeurs. Et je vois que là, il y a une trajectoire du lithium. Après le Chili, il va aux USA. Alors qu'est-ce qu'il fait aux USA, le lithium? Alors tu en as justement parlé, on va en extraire les fameux sels, de lithium, et puis ensuite on va assembler ces sels de lithium pour créer véritablement, je passe sur les détails, des cathodes qui vont être par exemple produites au Japon, et puis ensuite on va avoir 400 km de plus, là pour le coup c'est un petit kilométrage sur le tableau, pour aller produire les premières briques véritablement d'une batterie qu'on appelle les cells, qui vont être faits par exemple en Corée, qui est un des grands producteurs de cells à l'échelle mondiale, et puis ils vont faire à nouveau 9700 km ces cells pour aller fabriquer véritablement les batteries de lithium, et ainsi de suite. Là, et ça c'est aux USA. C'est aux USA, absolument. Et puis ainsi de suite pour arriver jusqu'à dans notre téléphone portable, il aura parcouru ce lithium près de 50 000 km. Eh ben c'est interpellant, ça c'est une vraiment mondialisation. Ça suppose des voyages, ça suppose quand même consommation d'énergie. Consommation d'énergie et puis probablement une éjection de carbone, là, enfin comment on dit ça. Tu as tellement raison Sylvie de préciser ces éléments qui concernent la consommation énergétique qu'il faut rappeler à nos auditeurs que 80% de l'énergie mondiale qui est utilisée à la fois pour l'extraction, pour le raffinage, pour le transport, c'est de l'énergie pas si propre que ça, c'est pas de l'énergie décarbonée. Nous sommes encore sur une énergie charbon et pétrole à l'échelle mondiale, sauf en France. Pour les voitures, ça veut dire qu'on a moins d'éjection carbone que les voitures thermiques, mais le lithium qui est venu pour faire les batteries a, lui, dans sa trajectoire, conduit à des éjections carbone. Alors je suppose quand même que globalement, il vaut mieux avoir une voiture électrique qu'une voiture thermique, mais il faut penser que c'est quand même pas, comme tu dis, aussi propre que ça. Ça va être tout le débat de notre société des mois et des années à venir. Quel sera l'impact de nos choix technologiques, du choix des technologies dites bas carbone, mais derrière ce mot, il y a une réalité, il y a des matériaux, il y a des métaux, il y a des minerais, et cette production-là impactera aussi notre bilan carbone, et donc nos objectifs peut-être de faire baisser ou en tout cas de limiter l'augmentation de la température à moins de 2 degrés. Eh bien, ça me semble une très belle parole de fin, de conclusion pour ces 3 passionnantes émissions. Je crois que les auditeurs vont retenir qu'il faut penser à la globalité, en fait, quand on pense à un objet ou quelque chose, à toute la globalité, pas seulement une petite partie. Et j'espère que ça va faire réfléchir. Voilà. En tout cas, moi, tu m'as fait réfléchir, Alexandre. Je peux le dire sincèrement, c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu as dites que je ne savais pas ou je savais seulement partiellement. Donc, merci beaucoup pour ces 3 émissions et bonne continuation. Merci Sylvie de m'avoir tendu ton micro.